Bien. Monsieur le Président, donc d'abord, je me permets de vous exprimer au nom de l'établissement mon remerciement pour votre disponibilité et votre volonté de venir nous éclairer, d'éclairer les élèves sur la thématique européenne. Vous êtes encadré donc de 3 élèves qui ont participé au projet et qui sont par ailleurs investis dans la vie de l'établissement au titre du CVL. Certains appartiennent à des conseils municipaux jeunes. Et puis Monsieur Capio, qui est le doyen de l'inspection pédagogique régionale, qui représente l'institution, et Madame le recteur. Bien. Alors, Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir si promptement et spontanément accepté l'invitation de nos élèves et de leurs professeurs. Nous sommes honorés de vous accueillir au lycée nous sommes honorés d'accueillir au lycée d'Archicourt le PC président de la République française. Votre parcours politique et votre expérience d'homme d'État légitiment votre parole. Vos études, Sciences Po, HEC, l'ENA, je ne citerai tout, votre expérience de haut fonctionnaire et même d'enseignant, me semble-t-il, vos mandats d'élu local, conseiller régional, président du conseil général de Corrèze, maire de Tulle, votre mandat de député, vos responsabilités au Parti socialiste jusqu'à votre élection à la présidence de la République constituent autant d'expériences susceptibles d'éveiller l'intérêt pour la chose publique, de conforter des vocations, d'éclairer le chemin vers un horizon qui reste parfois un peu obscur pour de nombreux jeunes encore. Au-delà de l'événement, votre déplacement ici à Hénin-Beaumont replace la cité au cœur stratégique du bassin minier. Et, une fois n'est pas coutume, Hénin-Beaumont s'élève au-dessus des veines polémiques pour devenir ponctuellement la capitale éphémère d'une actualité presque consensuelle. Notre territoire est chargé d'histoire. D'une histoire imbriquée dans celle d'une Europe qui peine à se construire et à convaincre. Théâtre et martyr des conflits du XXe siècle, notre région a contribué au relèvement du pays avant de subir les affres de la désindustrialisation et le sentiment d'abandon profond. D'aucuns prétendent que l'intégration européenne profite au redressement. D'autres estiment au contraire que l'Europe accroît les difficultés. Il faut bien admettre que l'Union européenne, voulue comme maison commune, apparaît de plus en plus fragmentée. L'exemple de la Grande-Bretagne enlisée dans son Brexit en atteste. Les visions de l'Europe divergent. Laquelle va s'imposer? Celle du centre et de l'Est de l'Europe qui adhère aux thèses de la démocratie libérale? Celle des populistes et des nationalistes qui parlent de plus en plus fort, alors que la voix du couple franco-allemand peine parfois à se faire entendre. Pour le moins, sur nos terres, les alternatives ne suscitent que le grand scepticisme et parfois remise en cause même de la légitimité des institutions communautaires. En tant qu'éducateurs, il ne nous appartient pas d'arbitrer, mais d'ouvrir les esprits pour que l'analyse et la réflexion adviennent. Bien sûr, la mission première du lycée reste la transmission des savoirs, l'autonomie intellectuelle, mais il nous appartient aussi, par la compréhension du monde d'aujourd'hui, de préparer nos élèves au monde de demain. Nous nous y employons en proposant à nos élèves une véritable politique culturelle, fondée sur le développement de leur sensibilité, par la pratique du théâtre, des arts plastiques, du cinéma, de l'histoire des arts.
Nous tenons aussi à aiguiser leur sens critique par un important projet d'éducation aux médias et par un ambitieux programme d'ouverture qui repose sur l'étude des langues et de nombreux appariements, avec la Chine, l'Espagne, l'Australie, la Russie, la présence de M. Surkov, ancien député à la Douma, en atteste, et bientôt en préparation les États-Unis et l'Italie. Nous croyons au progrès, convaincus que notre jeunesse aspire à un monde qu'elle saura rendre meilleur. L'héritage que nous leur laissons est sans doute dégradé, mais au moins donnons-leur la volonté et les outils pour agir et ne pas laisser les choses en l'état. Après avoir réfléchi à la reconversion du bassin de Viger, après avoir travaillé en géoprospective, nos élèves ont débattu la semaine dernière de l'avenir de la planète et ils ont souhaité aujourd'hui échanger avec vous sur l'Europe. Grâce à votre disponibilité et par vos propos avisés, par l'expression de votre sensibilité européenne, vous contribuerez à l'édification de ces jeunes consciences. Alors, dans ce contexte, que peut l'Europe pour nous et à quelle Europe aspirons-nous? L'Union européenne reste un modèle de paix. La grande région des Hauts-de-France reste la première région bénéficiaire des politiques européennes. L'Europe aide au quotidien l'école, la culture, l'aménagement du territoire, le tourisme. La liste pourrait être longue. En mai prochain, les élections européennes vont se tenir dans 27 pays, États membres de l'Union, et pourtant, l'Europe reste mal connue, voire incomprise. Donc je crois, Monsieur le Président, qu'à présent, il est temps qu'on en parle. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, alors à présent, oui, Madame Zimny, je vous cède la parole. Monsieur le Président, le plus difficile pour organiser votre venue a été de composer avec les mécontents à l'extérieur, mais surtout avec les déçus à l'intérieur. Déçus de ne pas pouvoir participer à cet échange. En fait, vous n'avez devant vous aujourd'hui que 5% des élèves du lycée. Nous avons évidemment privilégié les classes des élèves porteurs de l'invitation. Il s'agit des 3 classes de terminale sciences économiques et sociales. Beaucoup sont inscrits en spécialité sciences sociales et politiques. Quelques-uns préparent leur admissibilité à Sciences Po dans le cadre du dispositif CEP. D'autres ambitionnent d'intégrer les IEP de province ou des cursus de droit, de sciences politiques, d'histoire, de journalisme ou encore de langue. Un certain nombre de ces élèves préparent d'ailleurs une double validation en Abibac, Bachibac ou section Euro. C'est dire si l'ouverture sur l'Europe est au centre de leurs enseignements. Et donc, en votre qualité d'ancien chef d'État, vous êtes porteur d'une vision et d'une expérience de l'Europe que vous voulez bien partager avec nous, parce que nous formons des citoyens, et ce sont aussi des citoyens européens qui s'interrogent sur l'avenir de l'Europe. Alors, avec mon collègue, nous avons vu un peu les questions qui vont pouvoir vous être posées, et si vous le souhaitez, nous allons pouvoir procéder à l'échange. Je passe la parole à Monsieur Massé. Monsieur le Président de la République, Monsieur le doyen des IA-IPR, représentant de Madame le recteur, Monsieur le chef d'établissement, chers collègues et chers élèves, donc nous remercions Monsieur le Président de sa venue et sans plus attendre, nous allons permettre donc la possibilité de cet échange. Donc on va donc commencer sans doute par une première question. Une question en fait d'actualité. Nous allons laisser la parole à Hugo. Monsieur le Président, le Royaume-Uni est entré dans la communauté économique européenne en 1973. Et très rapidement, les citoyens britanniques ont vu leur enthousiasme pour l'Europe pris dans les effets du choc pétrolier. Dès lors, l'idée de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a émergé comme un serpent de mer. Elle est devenue effective avec le référendum du 23 juin 2016. Dès le lendemain, vous aviez mis en avant que la responsabilité était de ne pas perdre de temps pour traiter convenablement de la question du départ du Royaume-Uni.
3 ans après, à l'approche de l'ultimatum, aucun accord n'a encore été trouvé. Monsieur le Président, quelle est votre position actuelle sur la question du Brexit? Pensez-vous que cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne donnera une nouvelle impulsion fédéraliste à l'Union européenne ou amènera à un repli? Comment interprétez-vous la difficulté d'arriver à un accord entre le gouvernement britannique et la Commission européenne? Est-ce une volonté de décourager les possibles prétendants à une sortie de l'Union européenne? Merci. Bien, monsieur le proviseur, monsieur le représentant de l'Académie, mesdames et messieurs les enseignants et élèves, avant de répondre à cette question déjà bien charpentée, et qui nous fait rentrer dans le débat sur le Brexit, mais aussi sur l'Europe, je voulais une fois encore vous dire quel est l'esprit qui m'anime. J'ai présidé la France pendant 5 ans, ça n'a pas dû vous échapper, même ceux qui ne regardaient pas régulièrement la télévision, puisque vous n'avez pas pu voter pour moi, ni même contre moi en 2012. C'était trop jeune. Mais j'ai présidé la France à un moment où il y a eu, comme souvent dans des périodes troublées, des décisions à prendre, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan européen. Et je voulais, alors que aujourd'hui j'ai quitté l'Élysée, et à la veille d'élections pour le Parlement européen, faire part de mon expérience. Vous dire quelle est l'Europe que j'ai vue, quelle est l'Europe qui parfois m'a déçu, quelle est l'Europe qui parfois me laisse penser que nous pouvons encore avoir un avenir commun. J'ai répondu donc à une invitation, parce que j'avais fait part de ma disponibilité, 3 élèves, sans doute comme une bouteille à la mer, même si la mer n'est pas toute proche des Beaumont, lancé cet appel pour que je puisse venir ici. Et parmi beaucoup de demandes qui m'ont été adressées, plus de 300, j'ai pensé que c'était bien que j'aille ici, dans ce qu'on appelle le bassin minier, dans un département, le Pas-de-Calais, qui sait peut-être mieux que d'autres ce qu'est l'Europe ou ce qu'elle n'est pas. Ce qu'est l'Europe, parce que ici vous êtes au cœur de l'Europe. De l'Europe telle qu'elle s'est détruite. Si on veut savoir ce que représentent les guerres, une visite dans le Pas-de-Calais suffit, avec l'ensemble des monuments que vous avez sans doute un jour dans votre scolarité visité, où on voit des tombes de soldats français, britanniques, allemands, parfois aussi aujourd'hui australiens, néo-zélandais. Bref, on sait ce que c'est que la guerre et ce qu'elle a pu représenter. Moi-même, mon grand-père, mes grands-parents étaient originaires du Pas-de-Calais, et leur ferme avait été détruite pendant la Première Guerre mondiale, et ils avaient dû fuir aussi pendant la Seconde. Vous savez ce que c'est que l'Europe, parce que vous êtes à côté d'autres pays européens. Commencez par la Belgique. Donc les mouvements de population, vous les connaissez. Ces flux de camions, vous les voyez. Vous êtes au cœur de l'Europe parce que ici, vous êtes près des grands ports qui vont envoyer des marchandises ou recevoir des marchandises. Alors vous êtes aussi au cœur de l'Europe dans ce qu'elle peut avoir parfois d'éloignement à l'égard de populations, de régions qui souffrent. Même si, comme il a été dit par monsieur le proviseur, l'Europe agit aussi pour les régions en difficulté, et notamment les régions en reconversion. Donc, j'avais pensé, si l'Europe était à la fois votre environnement, celui que vous connaissez, votre héritage, et en même temps rester un mystère. Un mystère parce que comment ça fonctionne, comment se prennent les décisions, pourquoi ça va dans ce sens et pas dans un autre, qu'est-ce qui risque de se produire en termes de séparation, aujourd'hui le Brexit, d'éclatement peut-être, de division. Qu'est-ce que nous attendons de l'Europe et vous, la jeunesse, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de justice sociale et de lutte contre le réchauffement climatique, puisque les lycéens se sont aussi engagés pour cette cause. Alors tu poses la question du Brexit. C'est la première fois qu'un pays décide de sortir de l'Union européenne. De ce point de vue, c'est un cas d'école. Comme tu l'as à juste raison rappelé, c'est une histoire. La relation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Au début, je ne veux pas y aller, puis le général de Gaulle ne veut pas que
l'Angleterre rentre dans le marché commun, puis finalement ils y adhèrent, et tu as rappelé la date. Et puis Madame Thatcher, ça vous dit encore quelque chose, Madame Thatcher dit mais non, on paye trop, c'est le chèque britannique, il y a une négociation, à ce moment-là c'est François Mitterrand qui est président de la République. Et puis toujours cette tension entre le Royaume-Uni et l'Europe, un pied dedans, un pied dehors, pas dans l'espace Schengen, on verra peut-être sur ce qu'est l'espace Schengen, pas dans la zone euro, et un jour un référendum est décidé, nous sommes en 2016, et les Britanniques à 52% décident de sortir. Quand je suis informé de cette responsabilité qu'a prise le peuple britannique, moi, ma position, c'est d'aller vite. Et c'est de considérer qu'il ne faut pas laisser traîner les choses, parce que sinon, les complications vont arriver. Et elles n'ont pas manqué d'apparaître. Et c'est peut-être aussi ce qu'on doit avoir tous à l'esprit. Qu'est-ce que signifie quitter l'Union européenne? On sait ce que c'est que d'y rester. On est parfois satisfait, parfois pas. Mais on sait ce que c'est. Mais partir. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, les Britanniques? Quitter l'Union européenne, ça avec quelles conséquences concrètes? Parce qu'il faut être concret. Quel est l'intérêt d'être membre de l'Union européenne pour le commerce? C'est que la marchandise produite au Royaume-Uni, quand elle est vendue à un autre pays, à un client d'un autre pays, elle ne subit, elle ne supporte pas de droits de douane. C'est ce qu'on appelle l'union douanière, c'est-à-dire que nous sommes le marché commun, il n'y a pas de droits de douane entre les pays. Si on sort donc de l'Union européenne, c'est assez logique, il y aura des droits de douane, et des douaniers pour les faire respecter, pour les marchandises, des droits de douane qui seront demandés pour que les produits britanniques payent une taxe pour venir ici en Europe, et inversement, pour que les produits fabriqués en Europe payent une taxe pour rentrer au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ceux qui sont pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne l'admettent en disant comme ça, on pourra produire britannique, on n'aura pas besoin d'acheter des voitures allemandes ou des chaussures fabriquées en Italie, etc. Ah oui, mais on voit bien que ça va contredire aussi la capacité pour les Britanniques de vendre leurs propres produits. Deuxième conséquence compliquée, quand on est membre de l'Union européenne, quand vous voulez circuler au sein de l'Union européenne, faire un voyage scolaire ou faire du tourisme, vous n'avez pas de formalité particulière à remplir. Si les Britanniques vont quitter l'Union européenne, vont avoir un statut à ce moment-là différent. Ils vont être obligés de demander pour travailler un titre de travail. De la même manière, nous, si vous voulez aller travailler au Royaume-Uni, il y a beaucoup de Français qui vont travailler au Royaume-Uni, il va falloir avoir un titre de travail. Il faut avoir une autorisation. Et puis, ils ont découvert aussi que les banques britanniques tiraient beaucoup d'avantages de la présence de leur pays au sein de l'Union européenne, maintenant ne vont plus avoir les capacités de développer leurs activités en Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de banques qui transfèrent leur activité dans d'autres pays que le Royaume-Uni. Et puis, je demande toujours qu'on fasse une carte. Vous voyez l'Irlande? L'Irlande, il y a une Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni, et puis il y a la République d'Irlande, qui est un État indépendant. La République d'Irlande est dans l'Union européenne, elle n'est pas sortie de l'Union européenne. Mais l'Irlande du Nord va rester, c'est le choix qui a été fait il y a longtemps, va rester dans le Royaume-Uni. Il n'y avait pas de frontière entre les deux Irlandes. Et donc les marchandises, les personnes circulaient, c'était ce qui avait permis de terminer une forme de guerre civile, car il y a eu la guerre civile en Irlande. Dans les années 70, il y avait encore des bombes qui éclataient, des gens qui se battaient entre catholiques et protestants. On a peine à y croire. C'était en Europe, il n'y a pas si longtemps. Donc ils avaient, pour faire la paix, ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas de frontières, qu'on pourrait circuler, on pourrait voir la famille, et on pourrait échanger nos produits. Mais si la République d'Irlande, restant dans l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, restant dans le Royaume-Uni, on va être obligé de rétablir une frontière. Et c'est ça qui fait le problème. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver l'accord. Parce que s'ils mettent une frontière, les Irlandais protestent. S'ils ne mettent pas de frontière, c'est impossible, puisque les produits vont pouvoir rentrer, et donc on ne peut pas faire respecter
la ligne de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec toutes ses conséquences. Alors, est-ce que ça a brisé le consensus des 27? Il y avait 28, un qui sort, et 27 autres. Non, et encore cette nuit, ils ont trouvé un accord pour donner du temps. Alors, combien de temps? Parce que les Britanniques, ça va être ça leur stratégie. On va demander du temps. Alors, si ils demandent 3 mois, c'est encore possible. Et après, il y a les élections européennes. Et alors, s'ils sont encore dans l'Union européenne au moment où il y a les élections européennes, c'est obligé de voter. C'est absurde. Ils vont quitter, ils enverraient des députés au Parlement de Strasbourg. Donc, sans doute, le point ultime, c'est le moment des élections européennes. Mais ils vont sans doute demander du temps pour avoir une période de transition. Alors, je ne sais pas combien de temps, hein, mais peut-être que certains se disent, oui, mais on va leur laisser du temps, et comme ça, il y aura peut-être un autre gouvernement qui fera un autre référendum, et qui peut-être annulera la décision présidentielle. Je n'en sais rien. Ce qui est clair, c'est qu'à un moment, quand on veut sortir, on doit sortir. On ne peut pas dire à un peuple qui a dit non, écoutez, vous allez dire oui la prochaine fois. Donc je pense qu'il faut tout faire pour préparer, dans le court délai possible, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ça aura des conséquences pour votre région, peut-être plus que pour d'autres. Pour les pêcheurs, on peut aller pêcher dans les zones qui étaient jusqu'à l'aire commune. Ça aura des conséquences pour les transports. Calais, vous savez tous les problèmes qu'a déjà connu Calais dans l'Europe avec la question migratoire, mais là encore, comment ça va se passer pour les touristes, comment ça va se passer pour les bateaux, qu'est-ce qui va se passer pour les marchandises. Bon, donc on voit bien que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va avoir des conséquences très graves pour les Britanniques, mais des conséquences aussi pour les Européens. Et il y a au moins un point, si je puis dire positif, c'est que on pensait qu'après la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, d'autres pays diraient, mais nous aussi on veut partir, on en a assez. Aucun pays ne veut partir. Cet exemple-là suffit. Aucun parti qui défend les thèses sur on veut nous aussi un Frexit, qui dit ça. Le Brexit, on les sent pas très ardents en ce moment parce que c'est pas si facile de dire bah, nous aussi on va sortir avec toutes les conséquences que ça a. Sortir de la zone euro. Les Britanniques ne sont pas dans la zone euro. Si un pays décidait de sortir de la zone euro, peut-être tout en restant dans l'Union européenne, ou en quittant l'Union européenne, si on quitte l'Union européenne, on quitte la zone euro. Qu'est-ce qui se passe? Le peu d'euros que vous avez dans la poche, vous serez obligé de changer, il n'y aura plus d'euros, il y aura des francs. Et vous n'avez jamais connu, vous, les francs. Moi, dans ma génération, on avait des francs. Et quand il s'agit de passage à l'euro, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se produire. Et il fallait encore qu'on fasse des conversions. Un euro égale 5,60, etc. à peu près. Donc on est obligé de faire chaque fois vous ne faites pas la multiplication ou la division, ça ne vous vient pas à l'esprit. C'est votre monnaie. Pourquoi on a changé la monnaie? Parce qu'avec l'euro, d'abord, ça simplifie les échanges, mais surtout, c'est une stabilité. L'euro est une monnaie solide. À l'époque, le franc, c'était pas merveilleux. Il dévaluait assez régulièrement, le marque réévaluait, donc on avait une monnaie qui n'avait pas beaucoup de valeur longue, qui était dépréciée. Donc voilà, peu de pays, aucun pays d'ailleurs, aujourd'hui, n'entend sortir de l'Union européenne. À part le Royaume-Uni, et encore, on voit bien avec quelle fille. Merci pour cette question. Autre question? Pas ce qu'on compte. Tout le monde a entendu. Allons-y. Je vais passer la parole. Monsieur le Président, bonjour. Depuis la crise de 2008, les critiques contre l'Union européenne se sont multipliées et on assiste à une montée de l'euroscepticisme. Certains partis eurosceptiques siègent néanmoins au Parlement européen. En France, par exemple, le Front National avait obtenu 25% des suffrages aux dernières élections européennes de 2014. Pourquoi alors des partis eurosceptiques veulent-ils être élus alors que leur objectif est de lutter contre l'Union européenne? Merci. Alors, ce qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire la critique de l'Europe, voire même la dénonciation de l'Europe, existe depuis plusieurs années, même avant 2008. Je pense qu'on en a pris conscience à deux moments que vous devez garder en mémoire, si vous étiez très jeune.
lorsque on a décidé justement le passage à la monnaie unique, l'euro, il y a un traité qui s'appelle le traité de Maastricht. Et François Mitterrand, alors président de la République, on était en 1992, soumet ce changement de monnaie, ce traité donc, par référendum au peuple français. Alors que c'était une position constante de pratiquement tous les partis, de dire qu'on devait aller vers la monnaie unique dans le cadre européen, eh bien, gauche et droite se sont d'ailleurs divisés, les sceptiques se sont exprimés, et le référendum a été comme résultat, donné comme résultat que le oui a un peu moins de 52%. Déjà, à ce moment-là, on voyait qu'il y avait 48% des Français qui ne voulaient pas de la monnaie unique. Aujourd'hui, on fera un référendum sur la monnaie unique. J'imagine que la majorité serait beaucoup plus large, parce que aujourd'hui, on sait ce que c'est que la monnaie unique. Mais c'était assez compréhensible, quand même, pour beaucoup de personnes, de perdre la monnaie dont ils avaient toujours eu la trace, enfin, le symbole avec le franc, ce qu'il représentait de plus symbolique, de plus souverain. Bon, c'était pas facile. Après, il y a eu un autre référendum, en 2005, sur un changement de traité qui n'était pas considérable, mais qui finalement prenait tous les traités européens existants, les mettait dans un cadre et puis faisait une forme de constitutionnalisation de ce qu'était l'Europe, comme si c'était la charte européenne. Certains disaient, mais c'est la fin de la France, c'est la fin de l'indépendance, et on va nous imposer une politique libérale, parce que justement, la monnaie unique, le traité de Maastricht, etc. Et là, le non l'a emporté très largement à 55%. Donc l'euroscepticisme, il existe en France. Aujourd'hui, il est assez légitime que les partis qui sont eurosceptiques veuillent siéger au Parlement européen pour faire entendre leur voix. Nul ne doit être choqué de cela. Ce qui est plus étrange, c'est les partis qui veulent sortir de l'Union européenne. Enfin, ils peuvent se dire qu'étant au Parlement européen, ils pourront développer leur thèse. La preuve, c'est qu'il y avait des parlementaires britanniques, un parti qui s'appelait UKIP, qui a été un parti qui a joué un rôle très important au moment du Brexit, qui, son leader, siégeait au Parlement européen. Donc je crois que la démocratie, c'est de permettre que toutes les opinions puissent être représentées, y compris celles qui sont contraires à l'esprit européen. L'euroscepticisme, il a aussi ses fondements, ses explications. Parce que quand on a une politique monétaire commune, une politique économique qui tente à se rapprocher, il y a des pays qui pensent, il y a des partis qui disent clairement que ça nuit à la souveraineté. On n'est plus capable de prendre nous-mêmes toutes les décisions. On peut en prendre beaucoup, mais on est amené à nous coordonner avec d'autres. Il faut voir donc quel est l'avantage, quel est l'inconvénient, et c'est le débat démocratique. Mais pour répondre à ta question, le Parlement européen doit prendre en compte toutes les opinions, toutes les sensibilités, à une condition qui, vous voyez, pose quelquefois un problème avec tel ou tel gouvernement, c'est qu'on respecte le pacte démocratique, qu'on respecte les valeurs. Parce que l'Europe, c'est pas simplement un marché, une monnaie, c'est aussi des règles de droit, des principes, le pluralisme politique, la démocratie, le respect de la personne humaine, l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, ça c'est la condition pour pouvoir être reconnu comme un parti qui peut aller vers le suffrage en étant démocratique. Et la question quelquefois se pose, vous avez vu qu'il y a un débat par rapport à un ou deux pays, notamment la Hongrie. Est-ce que ce pays, ne respectant pas toutes les règles démocratiques, la Pologne mettant en cause la justice, est-ce qu'on peut exclure un pays? Vous pourriez dire ça. Il y a des pays qui veulent sortir, puis il y a des pays qui veulent exclure. Le traité prévoit ces exclusions. Le traité européen dit, si vous vous comportez mal, si vous ne respectez pas les valeurs, on peut vous exclure. Mais exclure un gouvernement n'a pas de sens, c'est exclure un pays. Et pour l'instant, c'est une procédure tellement lourde, tellement contraignante, exclure un pays à la base qu'un jour il peut changer de gouvernement, que ça n'a pas été fait. Il y a peut-être une autre idée à avoir. C'est-à-dire qu'un pays qui ne respecte pas des règles budgétaires, on lui impose des sanctions. Si un pays s'endette
alors même qu'il est membre de la zone euro, et donc il crée un problème pour les autres, la Commission européenne peut lui fixer un certain nombre de sanctions. Mais un pays qui ne respecte pas les valeurs démocratiques, il faudrait lui imposer des sanctions. Or, beaucoup de pays reçoivent ce qu'on appelle des fonds structurels, c'est-à-dire des subventions. Enfin, à ces pays-là qui ne respectent pas les règles, on pourrait effectivement leur imposer des sanctions. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Comme vous Autre question ? Oui. Comme vous évoquiez les valeurs de l'Europe, je vais passer la parole à Alexis. Vous avez une question à poser. Monsieur le Président, bonjour. Alors, je m'appelle Alexis Legrand. Je suis conseiller municipal des jeunes de Libercourt. Avec Riyad Fares, on vous a écrit une lettre et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, j'ai une question à vous poser sur l'immigration. Monsieur le Président, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, en 2018, 68 millions de personnes sont déracinées à travers le monde. 25,4 millions d'entre elles sont des réfugiés, dont 6,3 millions de Syriens. Plus de la moitié des réfugiés ont moins de 18 ans. Pouvez-vous nous dire si les droits de l'homme et du citoyen, et plus particulièrement les droits de l'enfant, sont respectés au vu des conditions d'accueil de ces réfugiés? Merci. C'est une question que vous avez tous à l'esprit, parce que vous avez tous vu des images d'enfants, celles qui avaient peut-être le plus marqué les esprits, d'enfants qui avaient été ramenés par la mer sur les plages et qui étaient morts faute d'avoir pu être secourus. Vous avez vu aussi des colonnes de réfugiés, quelquefois, dans les années 2015-2016, qui essayaient de trouver, après avoir été accueillis en Grèce ou en Italie, de trouver un refuge. Vous avez vu aussi, parce que vous êtes ici dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, vous avez vu les images de Calais avec les camps qui étaient là, sous ma présidence, ont été démantelés et les populations qui voulaient aller en Angleterre ont été réparties sur le territoire français. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace Schengen? Est-ce que vous avez appris ce que c'était que l'espace Schengen? Ou vous avez entendu le mot, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Vous ne seriez pas en faute, hein, parce que pour beaucoup, même ceux qui disent qu'il faut changer l'espace Schengen, je ne suis pas sûr qu'ils savent exactement ce que c'est que l'espace Schengen. Mais l'espace Schengen, c'est facile à comprendre. Schengen, c'est le lieu où le traité a été signé. L'espace Schengen, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Europe, telle que vous la voyez, pas tous les pays d'Europe, il n'y a plus de frontières entre nous. C'est-à-dire, je suis hongrois, je veux aller en France, je circule librement. Je suis français, je veux aller dans un pays européen, je circule librement. Je suis étranger, j'ai eu un titre de séjour donné par un pays, où je suis demandeur d'asile, j'ai vu mon droit reconnu, je peux circuler dans toute l'Europe de la même manière. Mais pour qu'il y ait donc cette libre circulation, il faut qu'il y ait une frontière, tout le monde ne peut pas rentrer. Donc tous les pays qui sont frontières de l'Europe ont une obligation, c'est de faire appliquer le droit. Est-ce que vous avez les conditions pour entrer sur le territoire européen? Et la première condition, c'est est-ce que vous êtes demandeur d'asile? Si vous fuyez votre pays parce que vous pouvez y être massacré, vous pouvez demander l'asile. L'Europe reconnaît le droit d'asile. Et puis si vous êtes migrant économique, vous voulez travailler, on vous dit, bah non, vous ne pouvez pas rentrer, sauf si un pays a besoin de main-d'œuvre et a fait appel à votre pays ou à votre famille pour venir travailler. Donc, celui qui doit faire, le pays qui doit faire ce travail de contrôle, c'est le premier pays d'arrivée. Si c'est par la voie aérienne, bah, dans les aéroports, on fait ce travail-là. Si c'est par la voie maritime, c'est essentiellement l'Italie, l'Espagne, la France, la Grèce, hein, c'est les pays du Sud qui font ce travail. Quand arrive, c'est la question que tu poses, quand arrive l'afflux de réfugiés syriens, et pour partie irakiens et d'autres, afghans, en 2015, qu'est-ce qui se passe d'abord? Dans ces pays, il y a la guerre. Guerre en Afghanistan, guerre en Syrie, guerre en Irak, vous connaissez ça. Et les personnes qui sont victimes de la guerre fuient
et deviennent des déplacés. Ils se déplacent dans leur propre pays. On a connu ça, vos arrière-grands-parents ont connu ça ici, quand il y avait des bombardements, on se déplaçait, on allait un peu plus au sud. Puis quand on quitte son pays, on devient non plus un déplacé, mais un réfugié. On cherche refuge. Alors ils sont allés où, ces gens-là? D'abord, ils sont allés en Turquie, au Liban, en Jordanie, autour des pays voisins. Puis à un moment, ils se sont dit, on va aller peut-être en Europe recevoir un accueil. Bon. Et donc ils ont quitté la Turquie, ils se sont présentés en 2015-2016 là, parfois dans des embarcations de fortune, d'infortune, donc certains sont morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que l'Europe n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Pourquoi elle ne l'a pas été? Parce qu'elle était débordée, ça peut arriver, débordée par une masse de réfugiés qui sont arrivés, et plutôt que de trouver des procédures pays par pays, eh bien, ils se sont déplacés au centre de l'Europe, et ça a été notamment en Allemagne, en Autriche, que ces réfugiés ont été accueillis. Il faut bien comprendre à ce moment-là leur statut, c'est qu'un réfugié, pour qu'il devienne un demandeur d'asile, doit répondre à certaines conditions, et s'il y répond, il peut rester. C'est le cas beaucoup en Allemagne, un peu en France, et s'il n'y répond pas, il doit normalement être renvoyé ou raccompagné dans des conditions humaines et dignes. Donc la vraie question, c'est qu'en Europe, il y a des pays qui ont dit, nous, on ne veut pas du tout de réfugiés. On n'est pas contre le fait qu'on vous emploie, mais on n'en veut pas sur notre territoire, notamment les pays à l'Est. C'était d'autant plus difficile à entendre que ces pays de l'Est, que nous avions accueillis nous-mêmes, après la chute du mur de Berlin, nous avions intégrés à l'Europe, que nous avions sauvés aussi d'une certaine façon de la dictature, ce n'étaient pas les pays qui se trouvaient être les plus hospitaliers ou les plus généreux. C'est souvent le cas d'ailleurs, pas forcément ceux qui ont souffert, qui sont les plus portés à apaiser la souffrance des autres. On va dire, mais nous, vous savez, on a déjà vécu des situations dramatiques, si en plus il faut prendre le drame des autres, donc ils n'ont pas voulu prendre les réfugiés. C'est essentiellement en Allemagne, en Suède, en Autriche qu'il y a eu cette répartition de réfugiés un peu en France. Et alors, j'en termine, l'Europe, elle n'impose rien. C'est pas l'Europe qui dit vous allez prendre 10 000 réfugiés en Pologne et 20 000 au Danemark. On n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a aucun traité qui prévoit qu'on va obliger un pays à prendre des réfugiés. Alors, ça ne pouvait se faire que par le volontariat. Et donc, c'est essentiellement les pays dont j'ai parlé, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, l'Autriche, la France, qui ont fait l'effort principal. Donc maintenant qu'il n'y a plus ces réfugiés qui viennent en masse, puisque la guerre se termine en Syrie, en Irak, et parce qu'on a remis en place des gardes frontières pour que les migrations économiques ne puissent pas être aussi nombreuses, il faut respecter les procédures. Et respecter les procédures, c'est de faire que, d'une part, les pays qui accueillent puissent faire les contrôles nécessaires, et d'autre part, que face à la demande d'asile, qui est un droit européen, il puisse y avoir une répartition de l'effort. Et c'est là que l'Europe risque d'être bloquée. Tout à l'heure, vous posiez quel est l'avenir de l'Europe? Personne ne sortira de l'Europe, mais l'Europe risque pour des années d'être bloquée. C'est ça, en tout cas, le risque que je vois le plus grand. Merci encore pour la question et pour l'invitation. Ensuite. Nous laissons la parole à Ismaël. Bonjour Monsieur le Président. En 2015, les travailleurs détachés étaient au nombre de 285 000 en Europe. Ils viennent pour la plupart du Portugal, de la Pologne ou encore de la Roumanie pour travailler en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni. Les conditions de travail sont celles du pays d'accueil et les charges appliquées sont celles du pays d'origine. Cela entraîne un nivellement par le bas des conditions salariales et une détérioration des acquis sociaux des travailleurs des pays hôtes. Peut-on donc, Monsieur le Président, échapper au dumping social? Merci. Aussi, très bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle un travailleur détaché? Un travailleur d'un pays européen qui est un travailleur d'un autre pays européen. Parce que il y a des chantiers qui appellent ça son éventuelle participation. Parce qu'il y a des employeurs français qui vont chercher ces travailleurs détachés. Alors, quelle est la règle qu'on a posée?
être en Europe, c'est pouvoir travailler partout en Europe. Mais c'est vrai qu'on est tenté d'aller travailler là où les salaires sont les plus élevés. Alors pour éviter qu'il puisse y avoir du dumping, qu'est-ce que c'est que le dumping? C'est une distorsion de concurrence. On a dit bah, les travailleurs détachés vont être payés au même salaire que les travailleurs du pays d'hôte, si je puis dire, hein, du pays là où ils vont effectuer leur mission. Mais, et tu l'as très bien dit dans ta question, les cotisations sociales, elles, sont celles du pays d'origine. Donc si dans le pays, en l'occurrence Pologne, Roumanie, Bulgarie, etc., il n'y a pas de cotisation sociale, même si c'est le même salaire, puisque ce sera pour un travailleur français comme pour un travailleur détaché le même salaire, ça c'est l'obligation, il y aura un avantage à aller chercher un travailleur détaché, même s'il faut quand même loger le travailleur détaché, etc. Donc on a imposé cette règle pour le salaire, il va falloir l'imposer aussi sur les cotisations sociales. Et ça, c'est le rôle de l'Europe, c'est de dire qu'il faut absolument faire l'harmonisation. Il y aura toujours des distorsions. Les distorsions, c'est aussi, au-delà des travailleurs détachés, le coût du travail en Pologne ou en Roumanie ou en Bulgarie est plus faible que le coût du travail en France. C'est pour ça qu'il y a des entreprises, pas simplement françaises, notamment surtout allemandes, qui se sont installées dans ces pays pour avoir une main-d'œuvre parfois très compétente, mais peu chère. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus? Il faut faire converger ces économies, qu'elles aient le même niveau de fiscalité et de salaire. Et ça, c'est pour moi une des grandes questions. Parce qu'il y a le salaire, mais il y a aussi la fiscalité. Il y a des pays qui ont un taux d'impôt sur les sociétés très faible. Ce pas les pays les plus pauvres. Hein. Il y a le Luxembourg, par exemple. L'Irlande, dont on parlait tout à l'heure. L'Irlande, c'est le pays qui accueille les GAFA. Vous voyez ce que c'est que les GAFA? Amazon, Google, Yahoo, etc. Donc, ces entreprises travaillent en Europe, mais leurs sièges sociaux sont installés en Irlande, non pas parce qu'ils sont irlandais, mais parce que l'impôt est moins élevé. Donc ce qu'il faut, ça c'est un débat, quel est le rôle du Parlement européen? C'est justement celui-là. Quel est le rôle des chefs d'État et de gouvernement? C'est précisément celui-là, c'est de faire une harmonisation, qu'on dise, il y a un impôt minimal qui doit être créé partout en Europe. Est-ce que c'est 15 ou est-ce que c'est 20% pour l'impôt sur les sociétés? Mais il faut le faire. Et pareil pour le travail détaché. C'est pas anormal qu'on puisse avoir des travailleurs qui viennent d'ailleurs, si on manque de qualification, on manque de bras dans certains nombre de chantiers. Mais il faut que ce soit aux mêmes conditions que le travail français. Alors, autre question? comme vous parliez d'harmonisation, Léo avait une question aussi concernant le déficit budgétaire. Bonjour Monsieur le Président. Les politiques d'austérité budgétaire mises en œuvre depuis 2010 en Grèce ont provoqué, le 30 mai 2018, une énième protestation de la population grecque, alors que le pays s'apprêtait à retrouver son autonomie financière en août 2018. En cause, un critère de convergence européenne, la règle des 3% instaurée en 1997 dans le pacte de stabilité et de croissance. Alors que depuis la crise de 2008, la France n'a jamais connu un déficit public inférieur à 3% du PIB et que son utilisation est de plus en plus contestée, ce critère ne doit-il pas être réformé ou supprimé? Les exigences économiques l'emportent-elles sur les exigences sociales? Je vous remercie. Saluons la qualité de la question, c'est-à-dire précision, référence, etc. Et on est dans le sujet, hein, très bien. Alors, on en revient aux critères de Maastricht, parce qu'en fait, c'est dans le traité de 92, même si c'est effectivement, comme tu l'as très justement rappelé, en 1997 que ça a été scellé dans un accord, le traité d'Amsterdam. Mais tu as raison, il y a des critères pour les politiques budgétaires. Pourquoi, réfléchissons, pourquoi faut-il qu'il y ait des critères pour les politiques budgétaires pour les pays qui sont membres de la zone euro? Parce que ces pays ayant la même monnaie, il faut qu'il y ait des comportements qui soient comparables. Si un pays fait 10% de déficit budgétaire et un autre 5% d'excédent, il y a un problème. Il y a un problème dans les deux côtés d'ailleurs. On se dit, mais alors comment on peut gérer une même monnaie quand on a un pays qui s'endette, puis un autre qui finalement fait un trésor de guerre? Parce que la dette publique, c'est ce qui doit être à un moment financé. Comment on finance la dette publique? Un déficit budgétaire, comment il est financé? Un pays qui
dépense plus qu'il n'a de recettes, il va donc emprunter, comme d'ailleurs ferait tout particulier ou toute commune. On est obligé d'aller emprunter. On emprunte à quel taux d'intérêt? C'est la question. Si on est un pays très endetté, on emprunte à des taux d'intérêt très, très élevés. Généralement, quand on va voir le banquier et qu'on est riche, c'est une inégalité de plus. On ne lui fait pas forcément payer le même taux d'intérêt que celui qui n'a rien et qui n'a aucune garantie à fournir. Donc c'est pour ça que pour éviter qu'il y ait cette distorsion, on a dit il faut fixer un critère et chaque pays devra, chaque État devra ne pas avoir un déficit supérieur à 3% de la richesse nationale. 3% du PNB. Alors, on a mis du temps pour pouvoir aller tous dans cette direction. On va parler de la Grèce, puis après on parlera de la France. Hein. La Grèce, pendant des années, en fait, avait dépensé beaucoup plus que l'affichait. Un jour, on s'en est aperçu, et ça a été la crise grecque. Il y avait un déficit qui était très important et une dette qui était très importante, et ils ne pouvaient plus, les Grecs, se financer. Plus personne ne voulait leur prêter. Donc les Grecs ont dit, écoutez, on est dans la zone euro, plus personne ne veut nous prêter, il faut absolument que vous, l'Europe, vous nous aidiez. L'Europe, après beaucoup de tergiversations, de discussions, on était en 2008-2009, c'était en même temps que la crise des subprimes, vous vous rappelez, cette crise qui a frappé les États-Unis puis après l'Europe, qui a fait monter les taux d'intérêt. L'Europe a dit, bon écoutez, on va vous aider, mais à des conditions extrêmement sévères. Et on a fait subir et supporter au peuple grec plus qu'une austérité, une purge, hein, sur les retraites, sur les impôts, sur le nombre de fonctionnaires, sur les privatisations. Et malgré toutes ces contraintes, toutes ces purges, toute cette austérité, les Grecs n'arrivaient toujours pas à avoir un équilibre budgétaire. Et à un moment, ils ne pouvaient plus du tout se financer. Et ça a été ce qu'on appelle la crise grecque, qui a commencé en 2012 et qui a été terminée ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait des pays qui disaient, écoutez, ils sont comme la cigale, ils ont dépensé tout l'argent, nous on est des fourmis, on a travaillé, on n'a pas de raison de prêter à des gens qui se sont mal comportés. L'Europe, c'est pas que des bienveillants, hein, c'est pas que des généreux. En disant, non, écoutez, on est désolé, les Grecs peuvent sortir de la zone euro. Nous, la France, nous avons dit non. La Grèce, c'est un pays, même si il est au bout de l'Europe, c'est peut-être le pays qui, le premier dans l'histoire, nous a donné la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. On ne peut pas laisser les Grecs dans cette situation. Donc il faut les aider. On a négocié ça donc, avec le Premier ministre grec, et les Grecs ont fait tellement d'efforts qu'ils sont maintenant en excédent de leur compte. Et après tant de sacrifices. Et aujourd'hui, ils ont pu, comme tu l'as très bien dit, accéder au marché, donc ils peuvent se financer pour leur déficit, ou pour le refinancement de leur dette. Ensuite, la France. La France, et tu l'as dit aussi, hein, la France n'a jamais respecté les 3%. Tout le monde dit les 3% c'est insupportable, on n'est pas à 3%. Même encore aujourd'hui, on n'est pas à 3%. Et pourtant, on devrait l'être, et on devrait même être sanctionné théoriquement. Et comme on est la France, on dit bon, vous êtes la France, et on dit on va faire des choix qui nous permettront d'être à moins de 3%. Et moi, quand je suis arrivé comme président, le déficit était à 5,2%, on l'a ramené à 3%. Mais la plupart des pays européens sont bien au-dessous de 3% de déficit. Et donc, pour eux, la question des 3% ne se pose même plus. Ils sont à l'équilibre. Alors, il y a même certains qui sont en excédent. Donc, ce qu'on devrait demander, ce qu'on pourrait demander, c'est que les pays qui sont en excédent devraient relancer leur machine économique, devraient dépenser peut-être davantage pour que l'Europe ait plus de croissance, et pour que les pays qui ont du déficit puissent même avoir plus de capacité pour, grâce à la croissance, pour réduire leur déficit. Est-ce qu'il faut changer cette règle des 3%? Alors, imaginons, on est dans un Conseil européen, on est à 27, je lève le doigt, je dis, voilà, la règle des 3%, c'est insupportable. On me dit, mais vous êtes à 3%? Non, on est un peu au-dessus. Alors, donc, de quoi vous plaignez-vous? Vous êtes bien déjà gentil de vous laisser à 3%. Et il dirait, mais nous, on est bien au-dessous de 3%, et donc cette règle-là ne nous gêne pas.
est-ce qu'elle a un fondement? Beaucoup se sont interrogés, est-ce que ça a un fondement 3%? Alors, quelle était la mécanique intellectuelle qui a fait qu'on a fixé ce critère des 3% du PNB? Alors, on pense que quand les taux d'intérêt sont plus élevés qu'aujourd'hui, si on emprunte 3% chaque année pour 3% de la richesse nationale pour ne plus avoir de financement du déficit, la dette ne cesse d'augmenter. En France, la dette publique, elle est à 100% de la richesse nationale. Là aussi, on pensait qu'il y avait des chiffres symboliques. On pensait que au-delà de 60%, c'était dangereux. On est déjà à 100%. Les Italiens sont à 130%. Donc c'est vrai qu'à un moment, s'endetter n'est pas forcément un problème. Hein. Tout le monde s'endette, y compris pour acheter un logement. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de rembourser. Emprunter n'est pas un drame. Ne pas rembourser est une tragédie. Après, on vous en veut bien. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on avait fixé cette règle. Est-ce qu'elle peut avoir des dérogations? Beaucoup disent qu'il faudrait mettre en dehors des 3% les dépenses militaires. Ah, oui, pourquoi pas, mais enfin, tout le monde ne fait pas des dépenses militaires, on pourra en parler. Les dépenses écologiques, enfin, si maintenant on dit que la dépense écologique serait justifiée uniquement pour échapper aux 3%, ça ne donne pas beaucoup de confiance dans l'exigence de réduire le réchauffement. Donc je pense que ce critère-là, il est presque derrière nous. En revanche, s'il y avait une crise, et c'est possible qu'il y ait une crise, la crise, elle est toujours possible. La dernière fois, donc la crise, c'était une bulle financière qui a éclaté aux États-Unis, les banques avaient trop prêté, etc. Il y a une crise. On est dans la récession. Là, il faudrait dire le 3%, on ne respecte pas. Parce qu'on est dans la crise. Et dans la crise, il y a des règles qui doivent être balayées. Ça va? J'ai bien répondu? Non. Allez-y, d'autres questions? L'écologie. Monsieur le Président, aujourd'hui, 95% du réchauffement climatique est dû à l'action humaine. Par ailleurs, d'ici 2100, il est assuré que nous allons connaître une accélération de la fonte des glaces et de la montée des eaux, ainsi qu'une augmentation globale des températures. Pourquoi, selon vous, ces objectifs n'ont pas été atteints et comment l'Union européenne peut-elle agir auprès des États pour faire respecter ces objectifs? Alors, si c'est très bien préparé, 95% du réchauffement est provoqué, tu as dit, par l'action humaine, c'est-à-dire par nos propres modes de consommation, de transport, de production. Quand je dis l'action humaine, c'est pas simplement l'action humaine ici à Hénin-Beaumont, c'est l'action humaine de tout le monde. Est-ce que tout le monde pense ça? Dans la salle, j'imagine. Encore qu'il peut y avoir toujours des climato-sceptiques, il y a des eurosceptiques, mais il y a aussi des climato-sceptiques. Enfin, il y en a un qui ne le pense pas, c'est Donald Trump. Lui, il pense que ce sont les Chinois qui sont responsables, mais pas forcément l'action humaine. Donc, il pense que c'est les autres. Qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump, quand il est arrivé à la présidence des États-Unis? Il a déchiré, si je puis dire, les engagements que son prédécesseur, Barack Obama, avait pris lors de la conférence sur le climat. Vous vous souvenez, conférence sur le climat, décembre 2015, où tous les pays du monde, c'était quand même prouesse que d'arriver à mettre tous les pays du monde d'accord, et sur le constat que tu viens d'établir, c'est que c'est l'action humaine qui dégrade notre environnement, et sur les objectifs, il faut éviter que la planète se réchauffe de plus d'1 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Alors là aussi, c'est comme les critères de Maastricht. Pourquoi 1 degré Celsius? Parce qu'on pense qu'au-dessus d'1 degré Celsius, tout se détraque. La fonte des glaciers. Moi, je suis allé en Islande, qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais enfin qui est un pays dans le nord. Il y avait des glaciers qui étaient en train de fondre devant moi. Et on me disait, dans 1 an, il n'y aura plus rien. C'était déjà le cas. Donc, le réchauffement, c'est ça. C'est le niveau des océans qui monte, c'est des îles qui sont noyées, c'est des villes qui ne peuvent plus être vivables. C'est tout ça. Alors, est-ce que l'Europe a une responsabilité? L'Europe, il n'y a pas, dans le traité européen, parce que l'Europe ne peut faire que ce que les traités prévoient. Dans les traités européens, il n'est pas dit, demain ça sera le cas, hein, mais il n'est pas dit, voilà, la compétence pour lutter contre le réchauffement, c'est l'Europe. Non. La
compétence pour lutter contre le réchauffement, c'est chaque pays. Chaque pays est souverain et chaque pays doit s'engager. Et qu'est-ce que peut faire l'Europe, qu'elle a fait d'ailleurs durant mon quinquennat, et je pense que ça va se poursuivre, c'est de dire, ben voilà, chaque pays va faire comme on l'a fait pour les accords sur le climat, va dire quelle part de renouvelable elle décide de faire, de porter, à quel niveau, quelle voiture, le nombre de voitures électriques qu'elle est capable de produire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour les transports collectifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour isoler les logements, pour éviter que ça nous coûte en énergie, qu'est-ce qu'on peut faire pour fermer, ce qui est le point le plus important, les centrales au charbon. Ici, vous êtes bassin minier. Il n'y a plus de centrales, il n'y a plus de mines. Il n'y a pas de centrales au charbon non plus, mais il y a encore 4 centrales au charbon en France. En Allemagne, en Pologne, il y a beaucoup plus de centrales au charbon. Ce qui pollue le plus, c'est la centrale au charbon. Entre une centrale thermique avec du gaz ou avec du pétrole, ce qui pollue le plus, c'est la centrale au charbon. Donc, on pourrait dire, au niveau européen, décide qu'il n'y ait plus de centrale au charbon à l'horizon, parce qu'il faut reconvertir les travailleurs. C'est comme quand on a fermé les mines. On ne peut pas dire aux gens, la seule coup, vous n'avez plus d'emploi. Donc, il faut qu'on les reconvertisse et qu'on ferme les centrales au charbon. Ça, l'Europe pourrait décider librement, c'est-à-dire en ayant l'accord de chaque pays, d'avoir des objectifs pour lutter contre le réchauffement. Et là encore, les pays qui ne respecteraient pas ces objectifs devraient être sanctionnés. Mais on peut aussi dire, si les 27 ne sont pas d'accord, nous, à 5 ou 6 pays, on peut décider d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, notamment avec l'Allemagne, et faire en sorte qu'on puisse atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement. Donc l'Europe peut être un levier. C'est pas elle qui a la compétence, mais elle peut être un levier. Alors beaucoup se disent, mais à quoi ça sert de faire un effort ici à un moment ou ailleurs, si en Europe ils font rien, et si dans le monde, en Chine ou ailleurs, en Inde, il n'y a pas le respect de l'environnement. C'est ça qui fait que la bataille elle est mondiale. C'est pour ça qu'il y a des mouvements partout. Je suis allé en Chine plusieurs fois, et c'était souvent très pollué à Pékin ou dans d'autres villes. Et je sentais bien que pour les dirigeants chinois, c'est pour ça qu'ils ont été tout à fait coopératifs pour l'accord sur le climat, ce qu'ils craignaient le plus, c'était un jour une révolte de la population parce qu'elle ne peut plus respirer. Donc les opinions publiques, tout ce qu'on peut faire comme manifestation, comme mouvement, ça pèse sur tous les régimes, même ceux qui ne sont pas démocratiques. C'est pour ça que l'Europe doit montrer l'exemple. Peut-on se permettre une dernière Oui, question? allez-y. Ce sera plus sur l'avenir de l'Europe que ce fait. Et je vais confier la parole à Ariane. Bonjour Monsieur le Président. Donc moi ma question concernera est la suivante. Donc, avec le Brexit programmé très prochainement, des sièges ont été supprimés et d'autres seront redistribués au Parlement européen. Sachant que chaque pays possède un nombre de sièges proportionnel à sa population, ne pensez-vous pas que les coupes franco-allemands, 67 millions pour la France et 82 millions pour l'Allemagne, donc un quart de la population de l'Union européenne, devient trop influent dans les prises de décision européennes, soit 456 millions. Merci beaucoup. Alors, premier élément de ta question, c'est vrai qu'on va se prendre les sièges que les Britanniques n'occupent pas, ça c'est vrai. Donc on va la répartir en proportion de la population. Est-ce que l'Allemagne et la France vont prendre trop d'importance? Non, moi je pense qu'elles n'ont pas assez encore d'importance. Ce qui a toujours fait avancer l'Europe, c'est ce qu'on a appelé le couple franco-allemand ou l'alliance entre la France et l'Allemagne. Au début des années 60, dire à des Français ou à des Allemands, surtout à des Français, on va faire l'Europe avec les Allemands, c'était pas si évident. Parce qu'on s'était fait la guerre quand même 2 fois et de manière terrible. Aussi bien la première que la deuxième. Plus la Shoah, etc. Donc c'était terrible de pouvoir dire qu'on va faire l'Europe avec nos ennemis. Mais il y avait tellement de volonté de paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que De Gaulle, qui avait été le dirigeant de la France libre, et Adenauer, qui était à l'époque le chancelier d'Allemagne, ont dit non, on va faire l'Europe. On ne va pas faire l'Europe pour fondre notre défense nationale. À l'époque, ce n'était pas du tout
envisagé. On va faire l'Europe sur ce qu'on sait faire, la production, l'agriculture. C'est pour ça qu'on a fait l'Europe telle qu'elle est. Très économique d'ailleurs, et pas très politique, et pas non plus tournée vers les questions de défense commune. Et chaque fois qu'on a pu mettre l'Allemagne et la France ensemble sur une même trajectoire, ça a fait aussi la réunification. Quand le mur de Berlin est tombé, à l'époque, vous savez qu'il y avait deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il y avait certains qui disaient on aime tellement l'Allemagne qu'on préfère qu'elle soit deux. Hein, tellement le ressentiment à l'égard de l'Allemagne était fort, la peur de l'Allemagne. Mais le mur de Berlin tombe. François Mitterrand est président de la République. L'Union soviétique s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'Allemagne se réunifier, ça faisait peur. On disait, qu'est-ce qui va se passer? L'Allemagne va se réunifier, ça va devenir un pays avec 80 millions d'habitants. Est-ce qu'on ne va pas retrouver les tourments du nationalisme? Mitterrand et Kohl étaient le chancelier d'Allemagne, disent non, il faut absolument qu'on donne un signe pour éviter justement que les peurs reprennent. On va faire la réunification, non pas simplement de l'Allemagne, mais de l'Europe. C'est pour ça que les pays de l'Est de l'Europe sont entrés. Puis après, on se dit, mais là aussi, Mitterrand, Kohl, puis après ça a suivi, on se dit, on va faire la monnaie unique, on va faire une monnaie unique pour qu'on puisse être vraiment sûr qu'on va être ensemble. Mais l'Allemagne, vous imaginez, l'Allemagne avait une monnaie qui s'appelait le mark, qui était une monnaie très forte. Les Allemands étaient très attachés au mark, parce que les Allemands, à cette époque, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas d'armée, une faible armée. Ils n'avaient pas de présence politique, pas membre permanent du Conseil de sécurité comme la France. Qu'est-ce qui leur restait pour marquer leur puissance? Leur commerce, leur économie et leur monnaie. Et les Allemands ont accepté de faire disparaître leur monnaie pour faire l'euro. Donc, moi, je crois que pour la suite, c'est ça la question, s'il n'y a pas une dynamique entre la France et l'Allemagne, qu'est-ce que ça va faire cette Europe à 27? C'est avec la moitié qui ne veulent plus rien faire, avec d'autres qui veulent se replier, avec des gouvernements qui sont très nationalistes, en tout cas minimalistes pour les choix européens, eurosceptiques, qui ne respectent pas toujours les valeurs, d'autres qui sont totalement exacerbés par les questions migratoires. Il faut qu'il y ait un axe, un couple, un noyau, comme on voudra, entre la France et l'Allemagne. Alors, c'est toujours intéressant quand on défend cette idée, la France, l'Allemagne, etc. Il y a eu une rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, ils ont signé un traité, il n'y avait rien dedans, mais c'est pas le sujet. Et il y a des gens qui ont dit, vous vous rendez compte, ils ont signé, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, la France a accepté que l'Alsace-Lorraine soit rendue aux Allemands. Bon, on se dit, mais comme il y a des gens, c'est quand même des gens qui sont un peu particuliers dans le monde d'aujourd'hui, y compris dans la France d'aujourd'hui. On arrive à raconter des mensonges, des fantasmes. Comme si un président de la République pouvait dire à une chancelière ou à un autre président, tu veux l'Alsace? Pas de problème. Tu donnes l'Alsace, qu'est-ce que tu donnes en échange? Je sais pas quoi d'ailleurs, une monnaie, c'est déjà fait, de l'argent, enfin quand même, qui peut l'imaginer. Mais en Allemagne, quand on se rapproche entre la France et l'Allemagne, il y a des Allemands qui disent qu'on va être dominé par les Français, parce que les Français, ils ont une armée très forte, et ils ont la bombe atomique. Vous savez que vous avez la bombe atomique, donc enfin, on l'utilise pas. Donc, vous voyez encore tous les fantasmes, toutes les peurs qui existent, chaque fois qu'on dit, ouais, la France et l'Allemagne. Les autres pays européens disent, on est dominé par les Français et les Allemands, quand ils se mettent d'accord. Et quand ils ne se mettent pas d'accord, ils disent, l'Europe ne peut pas avancer, puisque les Français et les Allemands ne sont pas d'accord. On a pu sauver la Grèce, parce que la France et l'Allemagne se sont mis d'accord. Il fallait d'abord convaincre Merkel, après les autres, ça allait. On a pu faire une intervention pour empêcher la guerre en Ukraine, parce que la France et l'Allemagne étaient ensemble. Ce qui est dommage, c'est que quand on intervient en Afrique, qu'on intervient au Moyen-Orient, l'Allemagne, parce que c'est sa politique pour l'instant, ne veut pas mettre ses moyens militaires pour des opérations extérieures. Donc sans doute un jour, il faudra le faire. Mais on n'en est pas là. Voilà pour ta question. Moi, je ne redoute pas la domination. Il ne faut jamais essayer d'avoir l'esprit de domination. Je ne redoute pas le couple franco-allemand. J'ai l'appel de mes voeux pour qu'ils puissent tirer au moins une partie de l'Europe. Encore une ou deux questions? Je ne pensais pas.
on pensait peut-être passer aux questions un peu plus libres ou Libre, enfin, celle-là ne l'était pas. Si, non, si. Mais hors du thème. Hors du thème. Excusez-moi. Donc, si quelqu'un Danilo, parmi les Sarah. élèves souhaite poser une question générale, Danilo est là. hors peut-être du thème. C'est bien. Et après, il y a... Bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Vikarni Danilo. Je viens d'Ukraine. C'était pour vous demander votre position par rapport à la situation en Ukraine. Vous en pensez quoi? Alors, toi tu viens d'Ukraine, tu sais la situation. Il faut que tes camarades ici, on dit l'Ukraine, c'est une partie de la carte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Ukraine souhaitait faire un accord d'association avec l'Europe, pas d'intégration. L'Ukraine ne demandait pas à entrer dans l'Union européenne, d'ailleurs, moi je n'y étais pas favorable, mais demandait à être associée. Mais l'Ukraine avait aussi un accord avec la Russie pour les échanges économiques. Donc ça a créé une tension et le président de l'époque ukrainien a été renversé et il y a eu des élections, un autre président est arrivé. À ce moment-là, les régions de l'Est de l'Ukraine, tu viens d'où l'Ukraine? De l'Est. Les régions de l'Est de l'Ukraine ont fait dissidence et sur des régions russophones. Et la Crimée c'est le grosse île qui est au-dessous, a été rattachée à ce moment-là à la Russie et détachée donc de l'Ukraine. C'était une violation du droit international. Qu'est-ce qu'on pouvait faire les Européens? L'Ukraine, c'est pas en Europe, on n'a pas de responsabilité particulière. Mais on ne pouvait pas laisser une guerre civile, parce que c'est une guerre civile. Il y a eu des milliers de morts entre la limite des régions de l'Est et des régions de l'Ouest. Alors, on a fait en sorte, avec Mme Merkel, justement, et Poutine, président de l'Ukraine, Poroshenko, il y a en ce moment des élections présidentielles, de trouver une solution pour arrêter les combats et en fait pour figer la situation. Aujourd'hui, la situation elle est bloquée, ce qu'on appelle elle est gelée. L'Est de l'Ukraine est à part du reste, et la Crimée a été rattachée. Poutine vient d'en faire la célébration, parce que Poutine, chaque fois qu'il marque un point, il veut le montrer symboliquement. Donc là, pour lui, c'était une prise. Et on a arrêté le conflit, on a gelé le conflit, mais on n'a pas réglé le problème. Pour régler le problème, il faut de nouveau insister sur l'unité ukrainienne. Il n'y a pas de raison que les régions de l'Est et de l'Ouest ne soient pas ensemble. Sinon, c'est un nouveau mur qu'on a installé là. Et on peut dire, mais ça ne nous regarde pas, finalement, qu'est-ce que ça peut faire les Ukrainiens? On les laisse, ils ne sont pas dans l'Europe. Non, ça nous regarde, parce que quand il y a un conflit à quelques kilomètres de la frontière européenne, c'est la Pologne qui est à côté, ça nous concerne forcément. Quand j'étais président, j'étais membre du Conseil européen, parce que chaque président, chaque chef de gouvernement est membre du Conseil européen. Je leur disais, vous avez vu ce qui se passe en Syrie? Vous avez vu ce qui se passe au Mali? Vous pensez que ce n'est pas votre question? Vous pouvez dire que ce n'est pas notre affaire. La Syrie, c'est juste en face, là, en dessous de la Turquie. Ils se massacrent, qu'est-ce que ça peut faire? Et les terroristes, on ne sera pas concerné. Et puis, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on est concerné. Parce que les terroristes, ils viennent de là. Parce que les réfugiés, forcément, ils sortent de là. Donc, tout conflit qui est à nos portes nous concerne. Ce qui se passe en Libye, on a dit, bon, finalement, Kadhafi, c'était avant que je devienne président, on le met à bas. C'est pas un personnage particulièrement sympathique, d'ailleurs, Kadhafi. Mais quand il n'y a plus Kadhafi, ça a été, on sait, là aussi, une séparation entre les régions. Et on est forcément concerné, parce que ça a eu des conséquences sur l'immigration. L'Algérie regarde tout ça avec beaucoup d'attention, parce que d'abord, la France et l'Algérie, il y a des relations historiques, et parce qu'on se dit, si ça se passe mal, qu'est-ce qui peut se produire? Chaque situation autour de l'Europe doit nous concerner. Et on ne doit pas penser qu'on va pouvoir s'enfermer, mettre des grillages partout et dire, on n'aura pas de problème ici. Donc l'Europe, elle doit se préoccuper du reste du monde, y compris de l'Afrique, parce que si l'Afrique n'arrive pas à se développer correctement,
s'il y a des problèmes climatiques, puisque ça a été posé tout à l'heure, de réchauffement, ben, il y aura des populations qui viendront. Autre question? Libre? Qui d'autre? Vas-y, Victor. Bonjour Monsieur le Président, je vais vous poser une question un peu plus centrée sur la France et sur vous. Ouais. Et je vous demandais, ça fait des années que la France elle est divisée entre plusieurs partis. Et je vous demandais en fait qu'est-ce qui vous a intéressé dans votre parti socialiste en particulier. Alors, là, on va arriver sur des domaines un peu plus. Je fasse attention. Je ne dois surtout pas vous influencer. Je dois vous donner des informations, vous transmettre mon expérience. Mais vous avez l'âge aussi de comprendre. Et vous allez être bientôt pour certains citoyens. Les partis politiques longtemps en France ont été d'un côté le Parti socialiste et le Parti communiste, c'était la gauche. Et puis de l'autre, il y avait deux partis de droite, un plus centriste, un plus gaulliste. Pour mettre des noms sur ces affiches, il y avait Mitterrand qui était Parti socialiste avant d'être président. Il y avait le Parti communiste, Georges Marchais, je ne sais pas si ça vous dit encore grand-chose. Et puis il y avait Giscard d'Estaing qui était au centre, et puis Chirac qui était la droite du gaulliste. Et puis après, dans les années 80, il y a d'autres partis qui sont apparus, le Front National, avec Jean-Marie Le Pen, et puis il y a d'autres partis qui sont apparus, les écologistes qui se sont mis dans une formation politique, même s'ils ont été très divisés, qu'importe. Donc on est arrivé à plusieurs partis. Et depuis maintenant 2 ans, les partis traditionnels, ceux qui avaient animé la vie politique française, ont été affaiblis par rapport à d'autres partis qui ont surgi, le parti donc, En Marche du président Macron, ou le parti de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, pas tout à fait le Parti communiste. Donc il y a une floraison de partis. Et on pourrait se dire, bah, tant mieux, parce que ça prouve qu'il y a une diversité, une vitalité, et en fait, personne n'est satisfait. Et chacun se dit, mais pourquoi il n'y a pas un parti qui correspond à ce que je pense? Et bientôt, on aura autant de partis qu'il y a de citoyens français. C'est-à-dire, dans le grand débat, chacun vient avec son idée. Les Gilets jaunes, par exemple, eux, ils disent, mais nous, tous ceux qui existent, ça ne nous intéresse pas, on veut parler. Puis chaque fois qu'il y en a un qui parle, on dit, non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Donc il faut qu'il y ait, ça c'est un point très important pour la démocratie, il faut toujours qu'il y ait des organisations. Pour parler, c'est important qu'on puisse le faire directement, ça s'appelle la démocratie directe, mais il faut aussi qu'on puisse avoir des élus, des délégués, des représentants qui puissent parler entre nous. Vous-même, dans l'établissement, j'imagine, vous avez des délégués, vous avez une conseil de la vie lycéenne. Alors, chaque fois qu'on a élu le délégué, on pense que la déléguée, on pense que immédiatement contesté, ne fait pas suffisamment, elle n'a pas fondu, mais on a besoin d'un interlocuteur. Quand il n'y a pas d'interlocuteur, c'est un problème. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Le fait qu'il n'y ait pas d'interlocuteur fait qu'il peut y avoir de négociations. Donc il faut qu'il y ait des syndicats pour représenter la voix des salariés, des fonctionnaires. Il faut qu'il y ait des partis politiques pour représenter des idées, et puis justifier à un moment la responsabilité de gouverner, avec les personnalités qui les représentent. Et puis il faut qu'il y ait dans toute la société des gens qui parlent au nom des autres, hein, des délégués. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a conduit à m'engager quand j'avais votre âge? Moi, je me suis engagé vers ce que je pensais être la gauche qui pouvait gagner, donc qui pouvait changer autant qu'il était possible la vie des concitoyens. C'était le Parti socialiste. C'est pour ça que j'ai cheminé, j'ai été élu, puis après, je suis devenu premier secrétaire, le dirigeant du Parti socialiste, puis après, le président de la République, grâce au soutien que j'avais eu de ce parti. Je suis très conscient que l'aventure politique n'est pas une aventure individuelle, c'est toujours une aventure collective. Mais voilà, le fait qu'on ait maintenant une vie politique très éclatée, très fragmentée, fait qu'il y a, on constate, une grande insatisfaction dans la démocratie. Paradoxalement, plus il y a de partis, moins on est content. Parce que aussi les partis se sont beaucoup affaiblis, et le rôle d'un parti politique, c'est de donner une vision du monde, d'expliquer le monde. C'est ça, qu'est-ce que je vous propose? C'est parce que j'ai compris ce qu'était l'évolution du monde. C'est pour ça que je vous fais cette proposition.
doctrine, il faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait une culture. Puis ensuite, il faut qu'il y ait une formation des citoyens, des militants, pour leur dire quelles sont les raisons qui justifient qu'on fasse ces choix et qui vont se donner beaucoup de temps pour convaincre les autres. Après, il faut qu'on puisse sélectionner les candidats, faire qu'ils représentent bien les idées que l'on pense, qu'ils ont les qualités pour ça, pour éviter de prendre des candidats qui, quelquefois, se comportent mal. Ça peut arriver. Donc moi, je crois au rôle des partis politiques, même si aujourd'hui, quand on dit à un jeune comme vous, alors les partis politiques, je ne suis pas sûr que ça exalte particulièrement, mais voilà, il faut réfléchir à ça. Hein, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir, comme citoyen, faire les choix qui seront les plus utiles. Après, chacun fait son opinion, mais voilà pourquoi j'ai fait, moi, cette démarche, et je continue à avoir les mêmes idées. Merci beaucoup pour l'échange. Alors, je pense que nous avons plus trop de temps pour... Il y a une ou deux questions rapidement. C'est possible. Après, vous ne me reverrez peut-être pas avant un certain temps. Alors, Antoine, là-bas, ici. Voilà. On a pris la place? Bonjour Monsieur le Président, moi j'avais une question concernant aussi la France, parce que durant votre mandat on vous a reproché d'appliquer des politiques de l'offre de droite, et j'aimerais savoir ce que vous avez à répondre à ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la politique de l'offre? C'est de renforcer les entreprises et les moyens qu'on peut leur apporter pour qu'elles investissent et qu'elles embauchent. La politique de la demande, qui n'est pas nécessairement contradictoire de la politique de l'offre, la politique de la demande, c'est d'apporter aux salariés, aux consommateurs, un pouvoir d'achat suffisant pour qu'il puisse y avoir, face à l'offre, une demande. Donc la politique de l'offre n'est pas forcément de droite. La politique de l'offre, c'est de permettre que des entreprises puissent être compétitives. Si les entreprises sont plus compétitives, il n'y a plus d'emploi. Et à partir de là, il n'y a plus de salaire. Et à partir de là, il n'y a plus de demande. Alors si on ne fait que la politique de l'offre, si on ne donne que des soutiens aux entreprises, à ce moment-là, on prive les salariés de la rémunération, du pouvoir d'achat auquel ils aspirent. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi une politique fiscale qui puisse redistribuer les revenus et faire que les plus hauts salaires ou les plus hauts patrimoines puissent être taxés et que les plus faibles revenus ou les revenus moyens puissent ne pas l'être taxés, pas autant. Donc souvent on m'a fait, tu as raison, hein, souvent on m'a fait ce reproche, je me dis quand même, vous aviez dit que vous, votre adversaire c'était la finance, et puis vous avez soutenu les entreprises. C'est pas pareil, la finance et les entreprises. La finance, c'est ce qui parfois spécule. On l'a vu avec les crises qui sont venues des États-Unis, ou des crises même de bulles spéculatives. Mais l'entreprise, elle a besoin de la finance, elle a besoin d'avoir des crédits, comme le particulier a besoin de trouver une banque pour lui prêter de l'argent pour acheter un logement, ou pour payer un bien de consommation. Donc moi, je fais la distinction entre l'entreprise qui doit être soutenue et la finance. Deuxièmement, il faut soutenir les entreprises en vérifiant ce qu'elles font de l'argent qu'on leur donne, du soutien qu'on leur fait. Et c'est pour ça que j'avais créé ce qu'on appelait le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, pour qu'on voit bien, que les syndicats voient bien ce qui avait été accordé aux entreprises pour qu'elles traitent leurs fonds. Voilà pour la politique de la demande. La politique de la demande, tu peux la faire soit par une augmentation des salaires, soit par une baisse des impôts pour les classes moyennes, pour les personnes qui sont plus fragiles, soit par des prestations. C'est clair? Toi, tu voulais poser ta question? Bonjour Monsieur le Président. Durant votre quinquennat, la France a été durement frappée par différentes attaques terroristes revendiquées par Daesh. Pour assurer la sécurité et la lutte contre le terrorisme, vous avez pendant longtemps maintenu l'état d'urgence, vous avez instauré la déchéance de nationalité, mais aussi de nombreuses interventions militaires extérieures. Par moment, avez-vous pensé à des méthodes plus fortes, comme les États-Unis ont fait avec Al-Qaïda, pour lutter contre le terrorisme? Merci. Tu penses à quelle mesure pour l'Al-Qaïda? Tu te rappelles ce qu'ils avaient fait? Oui, oui. Sur Guantanamo? Oui. Alors,
il fallait que cette question soit posée aussi. Comment vous, votre génération, vous avez 16, 17, 18 ans, comment votre génération n'a pas été marquée par ce qui s'est produit? Ça vous suivra toute votre vie. Hein, ce qui s'est passé, Charlie, Hyper Cacher au début 2015, puis ensuite le Stade de France, les terrasses, le Bataclan, ces images-là, Nice, le curé qui se fait égorger, à Saint-Étienne-du-Rouvray, vous avez été marqué par ça. Ça va longtemps vous suivre, puis vous n'en êtes pas débarrassé du terrorisme, même s'il a pris d'autres formes aujourd'hui. Parce que quand Daesh était installé en Syrie et en Irak, c'était une organisation qui pouvait directement nous attaquer. Ce qui s'est produit avec des réseaux extrêmement ramifiés en Europe. Il y avait des individus qui venaient de Syrie et d'Irak. Maintenant, ils ont été soit morts, soit ils vont être prisonniers et condamnés. Donc vous avez été marqué par ça, il faut que moi je puisse vous en parler aussi. Quand il se passe des attentats, on savait qu'il y avait une menace. Enfin, là, les attentats ont pris une ampleur, une répétition qui pouvait diviser les Français, qui pouvait bouleverser la France. C'est d'ailleurs le but. Pourquoi il y a du terrorisme? Pour que nous-mêmes, nous soyons tellement tourmentés que nous nous divisions et que nous cédions finalement à la passion, à la panique. Vous voyez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ces derniers jours. Pourquoi ils font ça? Pas les mêmes, là. Il s'agit d'aller tuer des musulmans. Puis après, on voit à Utrecht, dans un cas, dans un tramway, c'est pas très bien ce qui s'est passé. À chaque fois, c'est pour essayer de créer la division. Et donc, il était très important pour moi que je prenne des mesures fortes pour rassurer les Français, en disant on est attaqué, c'est sans doute la guerre, on va prendre des mesures respectueuses des libertés, mais des mesures fortes. L'état d'urgence qu'on a été obligé de prolonger. Parce que je l'avais instauré le 13 novembre 2015, et je pensais l'enlever au 14 juillet 2016, en disant voilà, on a fait déjà 8 mois, c'est le 14 juillet, donc on me pose la question, la télévision me pose la question, en me disant qu'est-ce que vous allez faire avec l'état d'urgence? Je dis je prépare à effectivement le lever, parce qu'on doit trouver dans la loi commune des moyens pour agir contre le terrorisme, sans qu'il soit besoin d'avoir une disposition d'exception. Le soir même, 14 juillet 2007, il y avait à Nice le poids lourd, le terroriste conduisait le poids lourd qui a fauché plus de 4 femmes, une centaine de personnes. Mais à un moment, il fallait arrêter l'état d'urgence aussi. Mais je voulais aussi, au-delà des mesures fortes, on n'a pas instauré la déchéance de nationalité, elle existait, la déchéance de nationalité, on voulait l'élargir, puis finalement, on y a renoncé. Mais je voulais que les Français soient convaincus qu'on prenait les bonnes mesures, qu'on ne lâchait rien, on a contrôlé les frontières. Mais en même temps, je voulais qu'il y ait aussi l'unité des Français. Qu'on ne stigmatise pas les uns les autres, qu'on ne se fasse pas un conflit religieux. Conflit religieux, je vous en parlais de l'Irlande. Ça vous paraît totalement préhistorique, mais que des catholiques et des protestants se soient fait la guerre dans les années 70, en Irlande, tout près d'ici. Donc on sait que les religions, le fanatisme, la radicalisation, l'extrémisme peut conduire à ça, à nous diviser. Et on ne s'est pas diviser. C'est ça qui était très important. Le pays a fait bloc. Et je crois que c'était pour nous une fierté collective, qu'il y ait des gens qui soient manifestés dans la rue pour dire on défend les libertés, on défend la France, on a mis des drapeaux, on s'est retrouvés ensemble. Et il y a beaucoup d'ailleurs de personnes d'origine étrangère qui se sont retrouvées là, en disant mais nous sommes la France des libertés, nous sommes la France qui défend des principes et qui ne se laisse pas impressionner par le terrorisme. C'est pour ça que c'était si important de veiller à prendre les bonnes mesures qui nous donnaient les armes nécessaires pour lutter contre le terrorisme et de le faire avec humanité, proximité, compassion, parce que aussi il y avait des victimes qui ont été d'une dignité exceptionnelle. Hein. Quand on perd un enfant écrasé par un poids lourd, on a envie de se venger, on a envie de crier sa haine. Et beaucoup ont eu l'esprit de dignité nécessaire pour que, bien sûr, on soit intransigeant avec ceux qui ont commis ces actes, mais qu'on ne se sépare pas en France. Parmi toutes les victimes, aussi à Bataclan qu'à Nice, il y en avait beaucoup qui étaient des étrangers, des touristes.
de toutes les confessions. C'était pas simplement la France qui était attaquée, c'était d'une certaine façon la joie de vivre, la culture, le sport, parce qu'il y avait le Stade de France aussi. Bon, c'est ça qu'ils voulaient mettre en cause. C'est pour ça que c'était important de gagner cette bataille, même si on n'a pas encore gagné complètement la guerre, parce qu'il y aura toujours de la radicalisation, de l'extrémisation. J'ai répondu à ta question? Monsieur le Président, je pense que le moment... Oui. Et je pense que les questions vont en avoir encore beaucoup. En revanche, peut-être que quelques élèves pourront vous poser des questions de façon plus informelle par la suite, pour que nous puissions conclure cet échange. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour le temps que vous avez accordé à nos élèves. Je me plie au rythme scolaire, c'est-à-dire qu'à un moment il y a la récréation et il faut arrêter. Mais je voulais vous féliciter, d'abord les enseignants pour avoir préparé cette séance, c'est pas si facile, dans les règles qui doivent être les nôtres, dans l'éducation nationale. Et puis vous, même si vous n'avez pas posé toutes les questions que vous auriez voulu, mais la qualité de vos questions a été remarquable. Je faisais des questions qui n'étaient pas simplement bien posées, ça c'était déjà première étape, c'est pas facile de s'exprimer en public. Et elles étaient bien posées parce que c'était effectivement technique, quelquefois, mais c'était sur les sujets que les Français veulent aborder. Toutes les questions, climat, immigration, austérité, économique, terrorisme, ce sont les questions de la vie, et donc vous avez été, je crois, tout à fait en harmonie avec les grands débats que les Français veulent avoir. Donc je vous en félicite. Bien, Monsieur le Président, merci infiniment de votre disponibilité et d'avoir éclairé, je pense, les esprits de nos jeunes qui, manifestement, l'expression de leurs questions témoigne de leur intérêt pour l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Europe. Et je crois que vous avez largement contribué à leurs futures conditions de citoyens. Donc, merci beaucoup. Je sais que les échéances, le rythme qui vous est imposé vous laisse relativement peu de temps. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à rentrer. Donc, si tant est que votre agenda le permette, vous êtes bienvenus. Voilà, merci aux enseignants qui ont encadré les élèves. Félicitations aux élèves. Je ne doute pas que vos choix stratégiques d'évolution de carrière et de réussite dans les études aboutissent à ce que vous préparez. Là encore, les qualités de vos questions attestent de votre investissement dans votre avenir. Voilà, merci à l'ensemble des personnels qui ont permis que ces événements aboutissent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut peut-être avoir un petit moment un petit peu moins formel, avec quelques photos. Là, on a plus de questions pendant les photos. Donc, attendez-vous peut-être à quelques questions qui rentrent. Donc, encore une fois, merci beaucoup.